Bonjour et bienvenue dans Cotea, votre émission dédiée à l'éducation et à la parentalité. En Afrique, on sait tous que le taux de malnutrition est croissant d'un pays à l'autre et pourtant nous avons toutes les solutions dans nos pays pour pouvoir y remédier. La nutrition infantile, un sujet qui nous touche à cœur et dont nous allons parler aujourd'hui dans notre émission Cotea. Pour ce faire, nous recevons sur le plateau Madame Massamba Julie et Madame Malonda Dorcia-Francel. J'ai bien dit les bons noms. Et bienvenue sur le plateau Cotea. En tout cas, merci d'être là. Je vais vous laisser vous présenter aussi brièvement. Mais avant ça, je ne suis jamais toute seule sur ce plateau. J'ai toujours avec moi une équipe choc. Et il y a Dora, Madame Dora Coucou, qui est là aujourd'hui et avec qui nous allons échanger sur des questions justement qui concernent la nutrition infantile. Je vais dire Julie et puis je vais dire Dorcia. Ouais. Alors Julie. Je m'appelle Julie Massimbo, c'est pas Massamba. Ah, Massimbo. Et je suis, je suis ingénieure en industrie agroalimentaire de formation et entrepreneur également et promotrice de la marque Ayeli. D'accord. Voilà. Et Dorcia? Bonjour, moi c'est Dorcia Francel Malonda, conseillère en nutrition et diététique et je dirige le cabinet en ligne de diététique Oda Etuni Nutrition. Okay. Alors du coup, on a compris que vous allez nous parler de nutrition infantile et on va aussi parler entre autres de Ayeli, qui est le produit qui a été mis sur le marché, qui est en fait une réponse à la nutrition infantile. Donc on sait très bien qu'à un certain âge, en moyenne à partir de 6 mois, on commence à apporter en fait une diversification alimentaire à nos petits bébés. Et là, on introduit la carotte, l'épinard. On nous dit un légume différent ou un fruit par semaine différent pour pouvoir en fait justement apprendre de nouveaux goûts à nos enfants. On a remarqué, nous, en travaillant sur le sujet, qu'on n'avait pas beaucoup de réponses en fait sur le continent du Made in Africa. Et donc, on s'est intéressé à Ayeli. Et on a vu que le produit était de qualité. Ça commence à être connu, mais je me suis demandé d'où est venue l'idée de vous lancer en fait dans la nutrition infantile. Mais déjà, en fait, comme j'ai dit, je suis ingénieure en industrie agroalimentaire de formation. Donc, on va dire que le secteur agroalimentaire, c'est déjà un secteur qui m'a toujours passionnée. Et à côté de ça, je m'intéressais beaucoup à l'entrepreneuriat. On va dire que j'ai eu le déclic pendant la période de confinement Covid. Je réfléchissais à pas mal de projets que je pouvais monter parce que c'était ma dernière année à l'étranger. Et une fois que j'obtiens mon diplôme d'ingénieur, je décide de rentrer au Congo. Et en rentrant, à chaque fois que je parcourais les rayons des grandes surfaces, le constat était le même. Tous les produits infantiles, notamment les petits pots, c'était des produits importés. Et je me posais la question, mais comment ça se fait en fait? Localement, on ne peut pas produire des petits pots pour nos enfants alors qu'on a eu le Covid, on a eu le confinement, mais on a eu la fermeture des frontières. Mais si on était en rupture de stock, en fait, qu'est-ce qu'on allait faire manger à nos enfants? Donc, j'ai commencé à m'intéresser, je commençais à m'intéresser pas mal au secteur infantile. Je faisais des recherches et dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'au Sénégal, ça se faisait. Au Cameroun, ça se faisait et même au Gabon, ça se faisait. Je me suis dit, pourquoi pas faire au Congo, en fait? D'où l'initiative, en fait, de Ayeli. D'accord. Et Ayeli, aujourd'hui, c'est déjà c'est une offre de combien de produits, en fait? Pour le moment, nous avons 5 saveurs dans notre gamme Ayeli. Et on a des compotes, on a des purées
de fruits, légumes et des repas complets également que nous proposons. Le repas, et même en termes de mélange, on ne peut pas mélanger n'importe quoi parce que l'alimentation d'un enfant, c'est selon les âges. Donc, l'apport de la nutritionniste à côté nous permet également de savoir quel aliment on peut mélanger selon l'âge et selon les apports en fait nutritionnels. Voilà. Et moi, j'ai une question là. Du coup, est-ce que vos produits sont adaptés à notre culture? Parce que tout ce qui est mangé est très culturel. Alors moi, j'ai partagé moi mon expérience. Moi, j'ai des enfants qui ne se sont jamais adaptés à ces petits pots industrialisés qu'on a sur le commerce. Et honnêtement, en ayant goûté ce que je leur proposais, je peux les comprendre. On propose des choses. Moi, des pruneaux, j'en ai jamais mangé. Alors quand il faut donner une compote pomme pruneau à ma gamine, et qu'elle aime pas, je peux comprendre. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas culturellement de chez nous le pruneau. Et donc moi, ma question, c'est est-ce que vos petits pots tiennent compte de notre originalité culturelle et sont adaptés à ce que nous on a l'habitude de manger en fait? Oui, c'est même de Aélie, parce que en tant que produit congolais, on doit proposer à nos enfants des aliments qu'on peut déjà facilement retrouver sur notre marché congolais. Donc oui, on peut dire que oui, Aélie propose des gammes qui répondent à l'environnement en fait de l'enfant. Qui répondent à voilà, on va dire que l'alimentation de l'enfant, l'alimentation, on a une alimentation adaptée à l'environnement de l'enfant en fait. Un exemple de vos produits made in Congo où dans le produit, dans le repas complet, on sent que là on est au Congo. On a une saveur que nous avons prévu lancer, nous n'avons pas encore lancé. Ça s'appelle petits légumes de sol au tubercule. Et quand on parle de tubercule, on fait référence au foufou, voilà, au manioc ou le foufou. Mais nous ne l'avons pas encore lancé, mais c'est en vue. Vous avez un produit vraiment que les parents vous recommandent le plus parce que c'est celui que les enfants préfèrent. En fait. Oui, nous avons, sur nos 5 saveurs, on a au moins 3 saveurs qui sont pas mal appréciées. On a la compote papaye mangue, parce que c'est un bon mélange. Il y a également les adultes en fait qui consomment ça, parce que c'est un mélange qui permet également de traiter les problèmes de constipation. Nous avons pas mal de bons retours à ce sujet. On a aussi le repas complet de blanc de poulet aux haricots blancs et carottes. D'accord, oui. Ok. Et j'aimerais ajouter que nos repas sont sans sel ajouté. Nos repas sont sans sel ajouté. Mais ça m'interpelle, Roselyne. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de goûter du lait pour bébé, mais moi je me rappelle quand j'étais petite, nous on avait le lait des grands et mes petits frères ils avaient Guigose à l'époque. Mais c'est sucré. Et alors moi je suis interpellée par le fait qu'on interdise le sel, mais pas le sucre, quand on sait que le sucre ça rend addict et que les enfants tout jeunes ils ont déjà un lait très 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 sucré. Et à ces enfants là, sinon on va leur dire attention, faites attention, on les a rendus addicts du sel, ils sont dépendants du sucre, ils sont dépendants, et on va leur dire il faut pas manger trop sucré, il faut avoir une alimentation équilibrée. Moi ça m'interpelle quand même. À partir de quel âge d'ailleurs on commence à envisager une alimentation? Envisager une alimentation équilibrée pour les enfants commence dès la diversification. Parce que l'enfant commence à manger les aliments à partir de 6 mois. Donc, dès la diversification, on essaie de donner tout ce qui est équilibré, pas de sel, pas de sucre, jusqu'à au moins 3 ans. Mais à partir d'1 an, un enfant mange comme un adulte. Donc, c'est là qu'il faut vraiment mettre le paquet sur l'équilibre de l'alimentation. On doit déjà faire la moitié de l'assiette, 50% légumes, un quart poisson, viande et à l'autre quart féculents. Tout ce que je n'ai jamais fait. Non, mais c'est super difficile, hein. C'est moi. Parce que déjà, excuse-moi de t'occuper, mais sur une assiette d'adulte, déjà, j'ai du mal. Alors, du coup, sur une assiette d'enfant, je sais que c'est vraiment, parce que, en tant que parent, quand l'enfant grandit, il a forcément des préférences. Et on se dit, on va faire ce qu'il aime bien. S'il aime plus les pâtes, on va faire des pâtes. Alors, à la crème, on met un peu de jambon. Et ça, ils aiment bien tout ce qui est charcute, tout ce qui est fromage. Au moins, on sait que l'enfant a mangé. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'enfant mange. On se dit, c'est ce qui compte. Et voilà. Et puis après, après, manger, la notion de régime, pour nous, ça arrive à l'âge adulte, quand il est bébé, là. Quand il mange, et puis on se dit, tant que c'est pas trop salé, trop sucré, donc c'est bon. Après, ce que tu dis, moi, ça m'interpelle. Moi, j'ai des enfants qui sont difficiles à nourrir. Et moi, j'ai une phrase qui a toujours été dans ma tête.
Alors L'enfant qui laisse pas mourir de faim. non, vous allez me dire si j'ai raison ou tort, le lait est un aliment complet. Alors sur la base de ça, si tu veux pas manger, bois ton lait. Et donc moi j'ai des enfants très buveurs de lait, mais qui mangent pas. Est-ce que cette phrase, on peut continuer à vivre avec ça, en dépit de l'âge avancé des enfants, ou enfin, moi j'aimerais bien savoir si j'ai raison de penser comme ça. Non, pas du tout. Le lait est indispensable jusqu'à l'âge de 6 mois, parce que l'enfant ne se nourrit que de lait de 0 à 6 mois. Mais à partir de 6 mois, le lait ne suffit plus. Donc c'est faux. Donc, chers parents, ne pensez pas comme moi. Le lait n'est pas un aliment complet quand l'enfant il a plus de 6 mois. Moi, franchement, je sais que, enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de parents qui fassent ça, hein, qui donnent, après se disent, bon, c'est vrai qu'on se débarrasse de ça en disant, il veut pas manger ça, on lui donne ça. Je pense que c'est plus la solution qui arrange le parent et qui se dit, l'enfant doit être nourri. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de parents dans la population un peu plus, parce que c'est un coût, d'acheter des petits pots. Il y a des gens qui se disent, mettre 1000 francs dans un petit pot, c'est cher, parce que dans 3000 francs des fois dans la journée, ça suffit un peu pour tout le monde, parce que tout ça, ça répond aussi à une certaine classe sociale, en fait. Et je sais que j'ai vu des parents se dire, le menu enfant, l'enfant, même s'il a 6 mois, on va lui donner ça. On va lui donner le jus, du bouillon, par exemple, et avec un peu de foufou, on va tout mélanger ensemble, et puis on va lui donner ça, l'enfant, il a 6-7 mois, et c'est bon, ça passe. Je peux plus gérer par derrière, parce que maintenant, il sait qu'il y a un goût, là, qui existe. Maman, ce que tu me donnes, c'est fade, parce que c'est sans sel. Mais ce qu'il a mangé, les enfants, moi, je sais qu'ils m'ont tous fait ça quand ils ont été chez ma mère. Quand ils sont revenus, j'ai récupéré. Je savais très bien qu'au retour, là, il fallait que j'adapte, du coup, tout ce que je leur donnais. Est-ce que c'est réellement très grave pour un enfant de ne pas avoir le demi-assiette de légumes? C'est-à-dire que d'avoir, parce que sur un repas comme celui que tu es en train de dire, il n'y a pas du tout de légumes. Il y a la partie un peu grasse, il y a le petit féculent. Est-ce que c'est grave à l'enfant? Mais je pense que dans son regard de nutritionniste, ça va te dire que c'est grave. Non, mais qu'est-ce qui risque? La vérité vraie. En fait, l'étape de la diversification, c'est l'étape où l'enfant apprend à connaître les goûts des aliments. Donc, c'est pas obligé que l'enfant commence par les légumes ou bien, voilà, l'enfant mange. L'idéal, si par exemple une famille n'a pas les moyens d'acheter un petit pot, il peut manger ce que les autres mangent, mais on peut par exemple saler après avoir enlevé voilà la part du bébé. Le bébé est en train d'apprendre à goûter, mais petit à petit, il faudra ajouter des légumes, ajouter du poisson. Mais au début, pourquoi le sel, c'est pas bon? Déjà pour nous les adultes, le sel, ça provoque des problèmes de tension, des maladies cardiaques et tout. Donc on essaie de ne pas rendre les personnes accro au sel, parce que le sel, la quantité de sel journalière est limitée à 5 grammes. Donc vous imaginez 5 grammes avec tout ce qu'on mange, on dépasse déjà le seuil. Donc on veut que les enfants puissent apprendre à manger du sel un peu tard, donc on les habitue à ce goût non salé. Et puis si je peux ajouter quelque chose, c'est également parce que les enfants, ils ont un système qui est en train de se développer, en fait. Leurs reins ne sont pas assez solides pour filtrer tous les sels minéraux, donc du coup c'est pour ça qu'on défend les enfants le sel avant 10 mois en tout cas. D'accord, c'est vraiment pour protéger le rein. Ça, je sais pourquoi. Et si je peux répondre à la problématique de Madame Roselyne par rapport aux parents, justement, moi je pense qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation quand même. Il faut sensibiliser les parents, parce qu'il y a des parents qui ne savent pas. C'est comme le cas, vous avez dit, il y a des parents qui se contentent de donner de la soupe avec du foufou. Mais un enfant de 6 mois ou 7 mois qui est en train de commencer sa diversification, parce que la diversification, c'est à 6 mois qu'on la commence. Tu vas pas prendre le temps en tant que parent, tu peux pas prendre le plaisir de donner de la soupe, c'est-à-dire la soupe que toute une famille consomme, et tu en donnes un peu à l'enfant, parce qu'il y a déjà du sel à l'intérieur. Et même le foufou, en soi, il n'est pas très nutritif. L'enfant, il a besoin de consommer des aliments qui peuvent lui apporter plus de vitamines, plus de nutriments, comme les petits pots. Enfin, si vous n'avez pas les moyens de vous procurer des petits pots, vous pouvez les faire à la maison. Écraser aussi, c'est une possibilité. On n'a pas forcément besoin d'avoir des moyens pour ça. Et même pour répondre à la problématique du fait qu'il y a certaines familles lambda qui ne peuvent pas se permettre. Moi, je le dis toujours, par exemple, avec notre petit pot, enfin, avec notre pot de papaye. Tu peux le prendre tu peux prendre ça pour une journée. Si l'enfant, il ne consomme pas assez, nous, on avait développé une stratégie avec la nutritionniste, Madame Dorcia, une autre de nos collaboratrices qui nous accompagne. Vous pouvez prendre une moitié de la compote
que vous mélangez avec des farines infantiles, en fait, pour donner quelque chose de beaucoup plus nutritif à l'enfant. Et ça marche. Donc, c'est ce que nous, on conseille, en fait, aux familles qui n'ont pas vraiment un pouvoir d'achat très élevé pour se permettre d'acheter les petits pots très souvent. Ils peuvent acheter un pot qu'ils utilisent en 2 jours. Et on peut faire bouillie de maïs, je crois, bouillie de maïs, peu importe la bouillie. Vous ajoutez une moitié de votre compote, vous mélangez et ça donne quelque chose de bien et de nutritif pour l'enfant. C'est très bien. Parce qu'il y a aussi l'astuce aussi où on peut mettre aussi la moitié dans le biberon de l'enfant. Moi, Ça, par contre, j'ai pas encore... Alors, moi, ça je aussi sais que je fais ça. je sais que quand ma grande, elle était petite, elle avait des problèmes de constipation. Et donc là, on m'avait conseillé les pommes pruneaux. C'est pour ça que je parlais des pruneaux tout à l'heure. Alors, c'était difficile, ça passait pas. Et l'astuce qu'on m'avait donnée, justement, c'était de mettre ça dans le lait. Comme le lait, c'est très bien. Et que l'enfant, elle voit déjà la forme du bibi. Là, elle a envie. Et là, donc, je glissais dedans le fameux pomme pruneau. Et c'est comme ça que je réussis à le faire passer. Et dans le lait aussi, c'est une astuce que beaucoup de parents utilisent. Et là, franchement, c'est bien. Mais là, je me dis, alors là, je pense que sur le territoire congolais, tu es la seule. Oui, si on parle de marques locales, oui, il n'y a pas des marques qui font des petits pots. Oui. Parce que les farines infantiles... Ça, y en a. Alors, en même temps, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas forcément cette envie-là? Parce que maintenant, tout le monde, le marché de l'entrepreneuriat est grand, tout le monde entreprend. La notion du Made in Congo ou du Made in Africa est de plus en plus ancrée en nous. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas justement ce côté compétitif là dans ce couloir? Moi, j'ai envie de dire, pour compléter ta question, qu'est-ce qui est difficile dans ce couloir? Parce que je pense que si les gens n'y vont pas, c'est qu'il y a certaines difficultés. Quelles sont tes difficultés, toi, aujourd'hui, dans ce couloir-là? Bon, pas juste mes difficultés à moi, mais si je peux comprendre les gens, en fait, je pense que c'est beaucoup plus par rapport aux réglementations du domaine, du secteur infantile, parce que c'est le secteur qui a beaucoup plus de réglementations qu'autre secteur. Donc, je pense que les gens sont un peu réticents par rapport à la production infantile, ils n'osent pas. Mais moi, je n'encourage pas ça parce que je me dis, on a des organismes qui sont là pour nous accompagner. Donc, rien n'est impossible. Si tu veux vraiment te lancer dans la petite enfance ou bien dans la production infantile, tu peux toujours te lancer et toucher les organismes en fait qui peuvent t'accompagner. Tel que nous on le fait. Normalement, il y a la CONOC, l'Agence congolaise de normalisation, qui est là en fait pour délivrer des certificats. Il y a aussi le service d'hygiène, normalement, donc il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ces certificats-là n'ont pas un coût aussi important? Est-ce que ça, c'est pas un frein? Je sais pas. Je sais que dans certains pays, c'est quelque chose qui est cher. Et donc, du coup, ça fait que c'est quand même un frein pour un jeune entrepreneur de se lancer. C'est vrai que l'accréditation, tout ça, c'est important parce que c'est normé après, on peut se lancer. On sait qu'en termes d'hygiène, tout ça, on a plus la facilité aussi commerciale. On est plus amené après à faire son schéma, justement, de mise sur le marché. Oui, je pense que c'est quand même un frein parce que c'est vrai que les normes, les certifications, ça revient cher, pas un peu, ça revient cher. Et pour des petites structures comme nous, on peut pas se permettre d'aller directement demander une certification si on n'a même pas une base solide de notre business. Donc je pense que ça peut être un frein aussi pour les gens de ce sens-là. Il y avait aussi, avant le début de l'émission, on parlait justement de la notion de communication, la demande, de l'offre. Donc vous avez peur de trop communiquer parce qu'après vous avez peur de ne pas pouvoir peut-être répondre à la demande, parce que c'est vrai que on est beaucoup de mamans à vouloir, à préférer acheter ce qui est local. Justement, en parlant de préférence, acheter ce qui est local, la conservation. Parce que moi je vais acheter en grande surface des pots qui viennent de l'étranger, et là il y a un conservateur. Et truc là. Quelque chose. Avec plein de chiffres par derrière. Est-ce que dans vos produits, c'est quoi en fait? On peut les conserver combien de temps? Une fois que c'est ouvert, je conserve combien de temps? Et même quand c'est fermé, je peux conserver combien de temps? Est-ce que là-dedans, vous avez mis des conservateurs aussi? Où il n'y a pas voilà, c'est juste pasteurisé et donc du coup, ça peut se conserver une certaine période? Oui, nos produits, nous n'utilisons pas de conservateurs chimiques, donc nous faisons de la pasteurisation, ce qui fait que notre produit, normalement, c'est bien écrit sur les étiquettes. Après ouverture, le pot refermé se conserve 48 heures maximum au réfrigérateur. Donc normalement, les produits se conservent au frais.
Dans les 48 heures après ouverture, une semaine sans ouverture. D'accord. Ouais. Et systématiquement au frais. Au frais, oui, au frais. Sinon, si vous laissez à température ambiante, surtout dans la chaleur, mais en une journée, en une ou deux journées, ça va se détériorer. Est-ce que, au niveau justement du conseil nutrition, vous êtes déjà tombé sur un cas de maladie où un parent est venu voir en disant, moi, mon enfant, voilà, il vient d'être détecté diagnostiqué, diabétique. J'ai besoin de vous pour m'aider à le nourrir parce que c'est quelque chose de rare, ce sont des cas rares, mais il existe en fait des cas où l'enfant très tôt, même nourrissant, développe justement un diabète ou une maladie comme ça qui est rattachée à la nutrition. Et vous arrivez à répondre à ce genre de situation? Il faut savoir faire la différence de diabète aussi, parce que quand le diabète arrive très tôt, ça peut être le diabète de type 1, donc, ou le diabète de type 2 dû à l'alimentation. Donc, oui, ce sont des cas qui arrivent. Oui. Et vous répondez comment? En conseiller à l'alimentation, est-ce que vous accompagnez les parents ou vous proposez par exemple des... Avec des produits locaux, d'aider un enfant à manger équilibré? On sait que les enfants, ils ont leur parce que même moi, je connais plein d'adultes qui ont du mal aussi, diabétiques à ce... C'est vrai que c'est pas facile parce que quand on est déjà habitué à manger un certain type d'aliments, quand on commence à donner les restrictions, les gens sont... Ce n'est pas facile, mais bon, quand il faut, il faut. Et on trouve toujours les solutions pour accompagner. Oui. Et est-ce que vous avez à vous voir? Là, je viens d'avoir un enfant, il n'a pas encore 6 mois, mais quand il a 6 mois, du coup, je viens vers vous et vous proposez par exemple le menu à la semaine, on dit, cette semaine, on va tester ceci, parce que peut-être on va tester d'abord la carotte, parce que comme c'est un peu plus sucré, peut-être que ça sera un appât un peu plus intéressant pour attraper l'enfant et commencer à faire l'introduction de quelque chose de nouveau. Ou est-ce que vous avez des fiches comme ça où vous suivez un peu les enfants, ou alors les mamans elles viennent juste vous contacter pour acheter vos petits pots, parce que pour avoir vendu en grande surface, non, c'est ça? Bon, je sais pas, la question elle était pour Madame Dorcia. Sinon, moi j'allais dire, par contre, nous on a instauré ce programme avec Aélie de suivi en fait nutritionnel. On le faisait, c'est juste qu'on a eu un arrêt. En ce moment, nous sommes en arrêt de travail. Sinon, lorsque nous produisons, il y a certains pots que nous mettons pas que nous mettons de côté, mais nous offrons à des mamans afin de faire un suivi derrière. Et on aimerait savoir, est-ce que bébé il répond bien avec la carotte? Est-ce que bébé il apprécie la pomme de terre, courgette? Est-ce que bébé il apprécie tel repas? Ça, c'est quelque chose que nous faisons avec Aïli. D'accord. Et le choix des mamans se fait comment? C'est le relationnel des gens que vous connaissez, des amis, de la famille? C'est en soumet. Ou c'est un jeu sur Instagram, et puis celui qui gagne, ça y est. On lance souvent des concours sur les réseaux sociaux aussi, mais très souvent c'est envers les mamans qui viennent directement au service client. Donc quand elles arrivent, on leur soumet, on leur propose, si elles sont intéressées, on les enregistre dans notre liste et on établit une fiche de suivi nutritionnel en fait. Sur une durée de combien de temps? Nous l'avons fait sur 3 mois. D'accord. On n'a pas encore repris, mais je pense que dès qu'on va reprendre les activités, nous allons relancer ce programme. D'accord. Et donc le suivi, c'est qu'on va évaluer la prise de poids de l'enfant, on va regarder un peu ça. De notre côté, c'est beaucoup plus de savoir comment bébé réagit avec les petits pots. Mais c'est vrai qu'avec la nutritionniste, elle essaie également d'apporter des explications par rapport à la fiche de suivi que la maman elle prend à l'hôpital. Parce que généralement, il y a certaines mamans qui ne comprennent pas. Leur courbe, je sais pas encore maman, je sais pas comment ça s'appelle. On s'est déjà retrouvé dans ce genre de cas. Il y avait une maman qui ne comprenait pas sa courbe de croissance. Donc la nutritionniste, à côté du fait de voir le suivi sur les petits pots, elle a aussi expliqué à la maman qu'est-ce qu'elle devait comprendre en fait sur sa courbe de croissance. D'accord. D'accord. Alors moi j'ai une autre question, c'est que je sais que on a des tranches d'âge. On a par exemple le 6 mois, de 6 à 9 mois, ou je sais pas moi, 18 mois, les pots à 18 mois, les pots qu'on donne à 12 mois et tout. Est-ce que vous aussi, vous répondez justement à toutes ces tranches d'âge? On a une saveur de 4. Ou justement, ça va extrêmement te couper, ça va du plus mixé au moins mixé, parce que du coup, la texture, elle joue énormément
Parce que quand il a On les dents, mais met justement, les c'est moins morceaux, écrasé, on on met commence à les morceaux. introduire les morceaux et tout Du ça. moins mixé au plus mixé, parce que la texture de l'enfant, ça diffère selon l'âge. De 4 à 6 mois, c'est une texture lisse. Oui, voilà. Et ensuite, entre 6 ou 8 mois, elle devient un peu plus épaisse. Ensuite, de 9 à 10 ou 11 mois, enfin, on commence à mettre des petits morceaux, on va dire granuleux. Et à 12 mois, on met carrément. Aussi mixé qu'on veuille bien le mixer, on peut pas le commencer trop tôt parce que on se rend bien compte, hein, quand on a un enfant, on est excité à ce qu'il passe des fois la frontière des 8 mois parce qu'à 8 mois, on commence à avoir la dinde venir. Enfin, après, bon, ça, c'est les petits pots industriels avec leurs aliments qu'on voyait pas avant, en fait. Est-ce que ça, c'est juste lié à la texture du produit ou c'est vraiment que un aliment n'est pas adapté à un âge, il peut commencer à être alimenté? Il y a des l'alimentation de l'enfant, c'est comme l'alimentation de l'enfant, c'est comme ma collaboratrice, elle l'a dit, c'est au fur et à mesure. Vous allez prendre par exemple les viandes. Les viandes, tu peux pas commencer les viandes à 5 mois, au moins 6 mois. Et au fur et à mesure. Et même dans les viandes, si on parle, la viande de bœuf, nous, on souhaite commencer à partir de 9 mois au moins. Parce que c'est pas une viande tellement tendre pour l'enfant pour l'adapter dès 6 mois, voilà. Or, les viandes que l'enfant, les viandes que l'enfant peut facilement digérer, c'est du poulet, par exemple, du poisson. Ça, c'est très recommandé, surtout le poisson. Et à 6 mois, nos repas, on a même dans nos saveurs de repas, on a le blanc de poulet et on a une gamme de sol, petits légumes de sol, en fait. C'est un mélange de poisson sol, épinards et puis la pomme de terre. Très bien. Très bien. Moi, j'avais une question. Nous, on a fait le choix, et qui est un très bon choix d'ailleurs, de se nourrir en fait en fonction des saisons. On a la saison des safou, les saisons des mangues, la saison de ceci, la saison de cela. Donc, je suppose que lorsque vous faites vos petits pots, c'est forcément comme l'idée est que ce soit bio. Alors, je n'ai pas posé aussi la question à savoir quand le pot est fermé, la durée de vie du pot, c'est combien de temps à peu près? Comme c'est pasteurisé. Oui, la durée du produit. Une fois qu'il sort justement du laboratoire, il peut être conservé combien de temps fermé? Avec le produit à l'intérieur. Une semaine. Une semaine. Oui. Au frais. D'accord. Donc en fait, une fois qu'il sort de votre laboratoire, c'est direct en fait au frais. D'accord. Et donc du coup, les produits de saison. Est-ce que vous adaptez en fonction de la saison ou vous faites en fait un stock en amont? Par exemple, je me dis si c'est un petit pot avec du safou à l'intérieur, je sais que là on est en plein, je sais pas, je veux dire en mois par hasard, en plein mois de septembre, c'est pas la saison des safous encore. Peut-être qu'elle est en train de commencer, mais je vais pas avoir suffisamment de pots pour pouvoir répondre à une demande. Donc je vais faire un stock de la saison d'avant, vraiment la saison du safou je garde pour pouvoir en avoir toute l'année. Si jamais c'est un produit phare et tout. Ou vous proposez en fonction de la saison. En fonction de la saison, l'idéal c'était vraiment d'avoir une production continue, mais comme vous l'avez dit, on a des fruits selon les saisons. Et tel que par exemple la papaye mangue, et vous allez remarquer qu'actuellement il n'y a pas de mangue. Exactement. Oui, donc c'est vraiment selon la saison. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a notre fournisseur, tant bien que mal, il arrive parfois à nous trouver certains fruits qui manquent, comme la mangue. Mais d'un côté, on a voulu également se spécialiser sur des aliments qu'on peut déjà facilement avoir sur le marché. Ce qui nous permet également d'alléger un peu le problème justement saisonnier d'un manque de fruits, d'un manque de légumes. C'est un peu ça. Et ça m'emmène à une autre question parce qu'on n'a pas beaucoup de choix. Oui. Donc, en termes d'apport nutritionnel, on est peut-être un peu limité aussi. De variété. En termes de variété aussi, de diversification au niveau du goût, peut-être qu'aussi on est un peu limité. Je sais pas trop, je sais pas qu'est-ce que elle en pense. Limité, moi je dirais limité pas vraiment, parce que quand on va au marché, il y a une multitude de légumes, une multitude de fruits par saison, donc on a le choix. Écrivez-nous Facebook, Instagram, et comme ça nous on transfère tout à Madame Julie et à son équipe de nutritionnistes et vous aurez la réponse. Et vous pourrez lui demander même si vous voulez le manioc pour le bébé dans le petit pot. Nous on ne sera plus là. Voilà, donc en tout cas ça a été une très belle émission. Merci d'avoir répondu présente sur notre plateau. On espère que vous aussi vous avez eu plein de réponses à vos questions. Si vous avez des questions en tout cas sur la nutrition infantile
vous pouvez nous écrire et on les transmettra à l'équipe de Madame Julie et de la nutritionniste. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et maintenant TikTok. On se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.